Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Louris, il est exceptionnel dans ce qu'il fait, il est excellent dans ce qu'il fait, il ne part pas en oubliant sa tante. Enfin, c'est pas possible, c'est pas une... Donc moi, je reste à ma place à ce moment-là en me disant, vraiment, tais-toi, tu vois la tante, mais c'est obligatoirement une tente de rechange. La vérité, c'est que là, c'est une erreur. En tant que chef d'expédition, si j'ai un doute, tant pis. Je passe pour la relou, tant pis, je passe pour la fille, bah oui, bah évidemment que j'ai ma tante, qu'est-ce que tu y crois, machin. C'est pas grave. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui, à tel point que j'aime tous les sports et ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Mais pour que les athlètes de haut niveau puissent briller, ils ont derrière eux une équipe de choc. Des personnes qui s'effacent pour leur permettre d'atteindre la haute performance. Et c'est le cas de mon invitée du jour, Chloé Tedaldi. Chef d'expédition sur des aventures hors normes, elle coordonne les besoins de chacun. Dans cet épisode, elle nous emmène en Arctique, elle raconte l'expédition de l'Ourilag sur ce territoire glacé, elle parle aussi du record d'apnée sous glace d'Arthur Guérin. Mais alors, comment est-elle arrivée là, à construire son métier sur mesure? Comment gère-t-elle ses émotions à l'autre bout du monde quand la survie des athlètes est entre ses mains? Elle répond à toutes ces questions. Je te souhaite une très bonne écoute avec Chloé Tedaldi et ensemble, vibrons plus fort. En mai 2022, j'étais déjà ici pour enregistrer un épisode avec mon invitée du jour. Elle était en binôme avec sa meilleure amie pour témoigner dans mon ancien podcast Friendship. Et je suis ravie de la retrouver aujourd'hui en tête-à-tête cette fois. Il y a 3 ans, j'étais hyper stressée à l'idée de foirer l'enregistrement. Aujourd'hui, j'arrive sereine parce que elle m'a montré du soutien depuis 3 ans sur les réseaux avec mon ancien podcast et aussi beaucoup de bienveillance dans mes projets depuis notre première rencontre. Peut-être même que ces 2 mots la caractérisent dans son travail auprès des athlètes. Elle côtoie des aventuriers de l'extrême, elle organise toute la logistique pour eux. C'est tout simplement leur bras droit sans qui rien ne serait possible. Elle fait briller les athlètes de haut niveau et je suis en compagnie aujourd'hui de Chloé Tedaldi. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. En effet, bravo pour ton évolution depuis qu'on s'est vu ici même il y a 3 ans. Ouais, c'est fou. Le temps passe à la fois vite et lentement. Ouais. Pour te présenter, parce que là, je t'ai bien présenté, mais j'aimerais quand même que tu nous parles de toi sans parler de sport. Déjà, ça commence bien. Ça commence par une colle. Parce que c'est vrai que je me définis quand même beaucoup à travers mon métier, parce que je ne le vis pas vraiment au quotidien comme un métier, plus comme une passion. Donc, si on enlève de l'équation mon quotidien de manager, 3 petits points, c'est un peu compliqué de me définir. Donc, je m'appelle Chloé, j'habite à Paris. C'est fou comme quand même on est conditionné parce que j'allais te parler de mon parcours professionnel en fait, et que sans cette partie-là, personnellement, j'ai du mal à me définir, mais en le réalisant avec toi, je trouve pas ça triste du tout. Au contraire, je suis plutôt très heureuse de comment j'ai construit mon quotidien ces 10 dernières années. Parce que t'es hyper épanouie dans ton travail. Et parce qu'en fait, par définition, je le considère même à peine comme mon travail, tu vois. La preuve, c'est que si tu m'empêches de parler de sport, du coup, tu m'empêches aussi de parler de ce que je considère comme une passion. Alors, on en parlera, mais pas directement en tant que sportive, mais en tant que coéquipière de sportif, on va dire ça comme ça. Et donc, ça veut dire que tu me coupes l'herbe sous le pied je peux pas parler de carrière, je peux pas parler de passion. Et ça, c'est là où tu te rends compte que c'est... Et on peut pas parler de moi. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est cool d'en avoir fait mon métier, parce que je suis incapable de me définir autrement que via quelque chose qui se rapporte indirectement au sport. Si on parle de sport, qui es-tu avec le sport? Et donc, en remettant le sport dans l'équation, je suis une forme de manager sportif. Donc, j'aide les athlètes à se développer d'un point de vue carrière, d'un point de vue personnel, d'un point de vue épanouissement, mais aussi dans leur logistique d'expédition et de défis au quotidien. Et donc ça anime un peu toutes mes journées selon l'expédition. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux pour leur projet assez exceptionnel. Du coup, vu que le sport fait entièrement partie de toi, est-ce que tu fais du sport depuis toujours? Comment c'est entré dans ta vie?
Et c'est là où c'est d'autant plus paradoxal, c'est que comme je te disais tout à l'heure, je me définis à travers le sport tout en ne me considérant pas comme une sportive à 100%. Moi, le sport n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. C'est quelque chose, j'ai encore une relation assez étrange avec le sport. En revanche, j'ai une relation très forte avec le concept du dépassement de soi, de la discipline. C'est des concepts qui m'ont toujours passionnée, que ce soit dans l'effort musculaire ou que ce soit, je sais pas, dans le travail quand tu révises pour ton bac ou quand tu vas faire du piano et qu'il faut que tu sois virtuose. Enfin, en fait, cette dévotion que tu mets dans quelque chose de plus grand que toi et qui souvent te demande de l'effort et compliqué, sinon tout le monde le ferait, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et donc à un moment donné de ma vie, il a fallu que je rentre dans le sport par une porte et la porte c'était pas forcément en tant que pratiquante. Et évidemment, on y reviendra. Bien sûr, quand tu travailles dans ce monde-là, il faut bien faire du sport au quotidien. C'est pas une passion interne de sportive. Et quand on me dit est-ce que tu es sportive, moi je me suis jamais considérée comme sportive et je ne me considère encore pas comme sportive. Ce que je peux répondre, c'est que oui, je fais du sport, mais pour moi, c'est 2 états d'esprit différents. Et du coup, t'as jamais fait de compète ou de choses qui te poussent à aller plus loin, à te dépasser Exactement, non. Moi, j'ai fait justement pendant mon enfance, j'ai fait du piano à haut niveau. J'ai été assez studieuse dans mes études pour aller assez haut pour passer des concours, ce genre de choses. Donc, le dépassement de soi et la discipline, je l'avais à travers d'autres types d'activités que l'activité sportive. C'était pas quelque chose qui était ancré dans mon quotidien. Je le regrette aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai essayé de l'intégrer plus tard. C'est toujours plus dur, le sport, à intégrer plus tard. Mais c'est aussi un exercice intéressant à faire. Et voilà, j'ai commencé ma carrière ailleurs, sur un autre domaine. Et puis, je pense que petit à petit, côtoyer des sportifs autour de moi, ça a éveillé quelque chose en moi qui m'intéressait particulièrement. Voilà, je me suis mis moi aussi à faire du sport, à ma petite échelle, à mon petit niveau. Et surtout, j'ai du coup compris que je tenais sûrement quelque chose d'intéressant et que c'était sûrement, je devais sûrement arriver avec moi, mes capacités autres, à rentrer par une autre porte dans ce milieu du sport. Du coup, avant d'entrer dans le milieu du sport, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est, tu dis que tu as fait beaucoup de piano. Est-ce que tu as fait des concours ? Ouais. Le sentiment que tu ressens aussi quand tu arrives face à ce jury et que tu sais que tu es en compétition avec d'autres personnes, c'est un peu les mêmes sentiments. Enfin, moi, je fais le parallèle avec le sport que tu peux ressentir dans le sport, parce que moi, j'ai fait aussi de la musique et du sport, donc je connais un peu ça. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti sur tes premiers concours au piano quand tu te présentes devant le jury ? Oui, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, c'est pas des sensations que j'aime particulièrement. C'est-à-dire que je me souviens que de moments un peu traumatisants, de stress absolument extrême, et c'est pas là où je m'épanouissais particulièrement. Et c'est aussi pour ça que quand je dis je regrette un peu de pas avoir fait de sport plus jeune, pour le coup, j'avais pas une appétence particulière pour la compétition. Et là, tu vois, quand je m'y suis mise bien plus tard, l'enjeu, il est totalement différent. Tu vas faire du sport pour toi. Le sport, dans ma tête, n'a jamais été synonyme de stress ou d'échéance ou de compétition. Et c'est pour ça peut-être que ma relation avec le sport, elle est peut-être aussi plus apaisée aujourd'hui parce qu'elle est plus simple. Tu touches quand même au sport de haut niveau malgré le fait que tu n'en pratiques pas. Donc comment t'es arrivé à côtoyer des athlètes de haut niveau? Parce que les gens qui vont nous écouter disent moi je vais bien au cours collectif de ma salle, mais j'en connais pas pour autant, quoi. Donc... Et figurez-vous que c'est vraiment par les cours collectifs de la salle que je suis arrivée à rentrer par cette petite porte-là. Non, moi j'ai rencontré Marine Leleu, donc la personne avec qui j'ai commencé ce métier, à la salle de sport, justement, je dirais presque dans les couloirs de la salle de sport, quoi. Donc là, pour le coup, c'était vraiment juste une question de chance, d'opportunité, de rencontre, de hasard, on l'appellera comme on veut, mais j'étais vraiment pas destinée à ça, quoi. Marine, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse place dans ta vie pro et perso aussi. C'est par ses projets à elle que tu mets le pied à l'étrier du haut niveau, en tout cas, et de l'accompagnement d'athlètes. À quel moment tu t'es dit, je peux lâcher ce que je faisais avant en termes de taf pour vraiment me consacrer aux sportifs? Ouais, alors l'histoire, elle est très particulière parce que pour le coup, moi, j'ai pris
j'étais en année sabbatique quand je l'ai rencontré. C'est-à-dire que je commençais mon année sabbatique quand je l'ai rencontré. J'avais besoin d'air dans mon ancien boulot que j'adorais, mais tout allait trop vite. Enfin, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Je pense que j'avais déjà compris que j'avais une fibre d'entrepreneur et que ça correspondait pas vraiment à l'entreprise. Je l'ai rencontré, j'étais déjà en année sabbatique, j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, je vais l'aider sans que ça me rapporte rien tant que je peux. Et au final, j'ai repris une deuxième année sabbatique que j'ai aussi autofinancée. Donc, il faut pouvoir le faire, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, quand il a été question de retourner éventuellement travailler, à ce moment-là, moi, j'y croyais. J'étais sûre qu'on pouvait en faire quelque chose de rentable. À ce moment-là, elle pouvait juste se payer. C'était pas encore suffisant pour qu'on puisse, pour que moi je puisse en vivre en tout cas. Du coup, j'ai décidé de pas retourner dans mon ancien travail, mais de faire des petits boulots. Là, ça a vraiment été un pari qui était compliqué à faire, mais j'ai toujours eu plutôt confiance en la vie, et, je te dis, dans les chemins et dans les opportunités. Et j'avais quand même un petit bagage pro qui faisait que si ça fonctionnait pas, je pourrais toujours retourner quelque part en entreprise. Et donc, j'ai fait des petits boulots et ça a duré encore sûrement une petite année avant que ça porte ses fruits et qu'on puisse en vivre toutes les deux, quoi. Oui, en fait, c'est toute la période où tu as enchaîné des babysitting et tout. Mais c'est des périodes où, du coup, j'écrivais des mails la journée pour des sponsors et puis je partais à 5 heures chercher une petite fille à l'école et jusqu'à 20 heures alors que j'avais Bac+5, que j'avais travaillé 4 ans en tant que chef de projet, plutôt bien payé, etc. Des fois, ils ont dû prendre pour une folle. Ouais, mais alors c'est marrant parce que je crois que c'est aussi par ça que j'ai été portée parce que je ne me souviens plus d'avoir été jugée ou je pense que justement eux aussi avaient confiance. Il y avait quelque chose d'un certain instinct. Ouais, ils avaient confiance, je pense. Tu crois que ce qui leur fait le plus peur, c'est le saut dans le vide que tu as fait à ce moment-là ou quand tu pars en expédition à des endroits où ça capte pas et que tu es avec le téléphone satellite? Non, je pense que c'est quand je pars en expédition. Ouais, parce que la question du saut dans le vide professionnel, tu as toujours des parachutes quand quand tu es en expédition en Arctique et qu'il n'y a pas de réseau, tu as moins de parachutes. Moi, j'ai eu beaucoup de propositions après l'Enduroman, mais pas particulièrement parce que j'avais bien fait mon travail ou parce qu'on voulait de moi, mais surtout parce que quand tu cherches quelque chose qui s'appelle une chef d'expédition pour tes expéditions extrêmes, tu vas pas sur LinkedIn ou sur... tu vois, c'est quand même un métier qui n'existe quasiment pas. En fait, donc, tu demandes à des gens qui l'ont fait, quoi. Et en fait, la seule personne. Parce que si toi, tu réfléchis de ton côté, est-ce que tu as en tête quelqu'un qui a géré une expédition extrême? Ça n'a rien de prétentieux, c'est simplement que c'est très rare, c'est une toute petite niche, quoi. Donc, c'est pareil, pour moi, c'était de la chance. Évidemment, il y avait la visibilité de Marine qui faisait que les gens avaient vu ce qu'elle avait fait et s'étaient dit qui a pu l'accompagner pour trouver les sponsors, gérer la logistique, la sécurité, etc. Ils se sont renseignés vite fait et puis il y avait mon nom. Et à ce moment-là, quand on est venu vers moi, on m'a proposé plusieurs projets et il y en a un ou deux qui ont particulièrement attiré mon attention et qui étaient ceux qui me semblaient être le plus en phase avec ce que j'étais capable de faire. Pour l'Enduroman, tu as géré toute la partie logistique pour la performance de Marine, mais c'était une première pour toi, tu savais pas trop ce que tu faisais. Quand tu as des personnes qui te sollicitent pour faire la même chose pour eux, alors sur d'autres expéditions, hein, pas sur l'Enduroman de nouveau, est-ce que tu te sens légitime et capable de le faire pour d'autres, alors que pour Marine, c'est aussi parce que c'est ta meilleure amie que... il y a cette relation-là qui est différente, quoi. En fait, le fait que Marine soit ma meilleure amie sur l'organisation de l'Enduroman, la seule chose que je mets en avant, c'est que pour elle, j'ai fait des babysitting et j'ai du coup participé, entre guillemets, au financement de l'expé, ce que je ne ferai pas pour d'autres. Mais tout le reste, je le mets sur un pied d'égalité avec les autres parce que, en gros, et là, on en revient à ce truc de dire, c'est pas chef d'expédition, c'est pas exceptionnel. En fait, il s'agit juste de gérer un projet. Donc, c'est de la gestion de projet. Donc, en effet, quand Marine m'a dit « je veux faire l'Enduroman », je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais je savais qu'il s'agissait de gérer un projet, c'est-à-dire anticiper, budgéter, se demander ce qui pourrait mal se passer, essayer de trouver des solutions. Et ça, c'était des qualités professionnelles que je savais que j'avais. Et ça, c'est le cas du coup pour toutes les autres expéditions. Après, il y a évidemment d'autres petites choses à faire
Donc, quand on arrive vers toi et qu'on te propose une expédition, il faut évidemment se renseigner sur le terrain, beaucoup lire, prendre contact avec des gens sur place, etc. Ça, c'est un autre pan. Mais pour moi, ça reste encore de la gestion de projet. Et du coup, il n'y a pas besoin d'une légitimité particulière. Il faut juste ne pas tout ramener à soi, ne pas facilement lire ses émotions, c'est-à-dire ne pas paniquer, savoir trouver une solution tout de suite. Ça, en fait, être conscient que quand il y a un problème, il y a un plan B. Enfin, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Avoir cette facilité à les trouver. Et ça, c'est quelque chose, moi, quand j'en parle, par exemple, avec ma sœur, elle me dit, quand on avait 8 ans, c'était déjà quelque chose que tu faisais, quoi. Voilà. Quand on avait un problème, qu'il fallait qu'on mente à maman pour quelque chose qu'on avait mal fait, toi, tu trouvais toujours, je sais pas, la solution pour qu'on s'en sorte, ou n'importe quoi. Quand on était perdu en forêt, je te dis n'importe quoi, c'est jamais arrivé, mais tu vois, c'est tout à fait le genre de truc qu'elle me dit régulièrement. Elle était toujours... Oui, c'est que face à un problème, tu baisses jamais les bras parce que tu dis toujours, il y aura une manière de s'en sortir. C'est ça. En fait, c'est pas du tout du courage, c'est vraiment juste un état d'esprit. C'est-à-dire que, évidemment, que quelqu'un qui a pas cet état d'esprit-là a tendance à paniquer davantage parce qu'il a pas juste cette persuasion qu'il y a une solution. Moi, c'est assez inné de voir qu'il y a un obstacle, il y a plein de façons de le contourner. En fait, l'expédition qui m'a sortie de cette bulle Marine Leleu, où j'étais très bien, mais c'est vrai que du coup, je me définissais beaucoup à travers Marine Leleu. Et comme en plus, je suis sa meilleure amie, on pouvait avoir tendance à se dire, c'est normal, voilà, c'est pas qu'elle est... c'est pas qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle était au bon endroit au bon moment, donc tout le monde peut le faire, quoi. Et là, moi, celle que j'ai retenue, qui m'a intéressée parce que... déjà, elle était particulière et ensuite, la personne qui m'a mis en contact avec l'athlète a beaucoup insisté. C'était le record d'apnée sous glace qu'a fait Arthur Guérin en 2021, qui était en fait en 2 parties, qui a été un record d'apnée sous glace en combinaison en 2021 et en maillot en 2022. Donc ça m'a pris 2 ans. Donc c'était un projet assez faramineux sur 2 ans. Et ça a été 2 expéditions différentes où à chaque fois il y avait 40 personnes, où il y avait vraiment une fédération, des règles, une infrastructure, des vrais dangers d'hypothermie. On est allé à l'autre bout du monde aussi pour le faire. Les premières rencontres avec l'Arctique. Donc là, c'était on montait un peu de niveau par rapport à l'enduroman. Les choses se sont fait très bien, quoi, dans l'ordre. C'est certainement cette expédition du coup début 2021 qui a tout changé dans ma tête et qui m'a dit, je confirme que je suis faite pour ça, tout est relatif, mais que, en tout cas, je suis plutôt douée là-dedans. Je confirme que c'est ce qui me passionne et je confirme aussi que je suis capable de le faire avec qualité hors du scope de Marine Leleu. T'avais besoin de sortir justement de ça, de la marque. Marine n'est pas une marque, mais il y a Marine Leleu, la personne, et Marine Leleu, la marque. Ouais. T'avais besoin de sortir de ça ? Je l'avais pas identifié comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pas accepté pour ça. Et j'ai même peut-être hésité à accepter parce que c'était aussi ma zone de confort. Et d'ailleurs, j'étais pas non plus pas persuadée d'être bonne ailleurs que pour Marine. Je l'ai réalisé après, je le réalise maintenant, en fait. Depuis l'enduroman, il y a eu 8 expéditions différentes à plus ou moins grosse échelle, qui n'ont plus rien à voir avec Marine. Et maintenant, je m'épanouis dans l'idée de me dire, je ne me définis plus que à travers la marque, comme tu dis. Et donc, avec le recul, maintenant, si je devais me conseiller quelque chose en 2020, je me dirais, vas-y, fonce. T'as beaucoup hésité ? Ouais, j'ai un peu hésité. En fait, il y a une anecdote rigolote, qui n'est pas si rigolote. Mais en fait, c'est le médecin d'Arthur, qui est aussi médecin de marine, qui s'occupe un peu de vérifier les données vitales, des athlètes un peu extrêmes. Et c'est lui qui insistait un petit peu, qui disait, Arthur cherche quelqu'un et c'est vraiment toi qu'il faut. Lui, il avait assisté en premier lieu à mon organisation sur l'enduroman. Il savait que on pouvait me faire confiance et donc il insistait. Et un soir, c'était pendant le deuxième confinement, c'est pas un confinement, c'était un couvre-feu. Et je rentrais chez moi vraiment limite couvre-feu. J'étais au téléphone avec lui et vraiment il insistait. Et là, je me fais voler mon téléphone, limite agression, tu vois. Et je rentre chez moi et je me dis, ok, c'est un signe, c'est mort. Ouais, moi j'hésitais, c'est un signe, c'est mort. Et évidemment, je me suis pas arrêtée à ça. Et lui non plus. Et lui non plus. Et heureusement parce que je l'avais vraiment lu comme ça. Je l'avais vraiment lu comme n'y va pas. Comme quoi les signes, faut pas toujours les écouter. Mais à ce moment-là, j'hésitais parce que c'était nouveau. En fait, j'hésitais exactement comme si on me proposait un nouveau taf, tu vois. Tu sais que ça te donne envie, les conditions sont correctes, le taf a l'air cool, tu pose quand même la question vite fait, est-ce que tu seras à la hauteur ?
Tu penses que potentiellement, mais c'est un petit saut dans le vide. C'est normal c'est même respectueux pour l'athlète, je trouve, de prendre un temps pour y réfléchir et pas sauter en te disant bah oui, j'arrive, c'est clairement moi qu'il te faut, quoi. Et comment il arrive à te convaincre, le médecin? Je crois qu'en fait, j'avais beaucoup insisté sur le fait que je ne connaissais pas suffisamment l'athlète pour m'occuper aussi de ses sponsors. Et que ce que j'avais adoré dans l'organisation de l'Enduroman, mais aussi en 2019, j'avais organisé une autre très grande course à travers la France qui s'appelait la Tratopa, où on était parti une équipe de 9 pendant 7 jours de Lille à Montpellier, on va dire, pour faire une course ultra. Et celle-là aussi m'avait vraiment mis la puce à l'oreille de me dire c'est ça que je veux faire. Et du coup, là, je lui avais dit c'est des grosses expés, c'est des gros budgets. S'il faut gérer la logistique dans un endroit que je ne connais pas, plus la recherche de sponsors pour un athlète que je ne connais pas, je risque d'aller dans le mur. Et lui m'avait vachement rassurée en me disant, écoute, voilà, si le côté logistique t'intéresse, ça nous suffira. Là, de toute façon, on a besoin d'accompagnement, ça nous suffira. Et de la même façon que Laurie, quelques années plus tard, a aussi insisté pour travailler avec moi, je crois que les gens qui insistent, c'est aussi pour moi important de sentir qu'ils ont vu dans ma façon de travailler une valeur qu'ils n'ont pas trouvée ailleurs. Et du coup, ils ont aussi cru, eux, avant moi-même, que j'étais la personne pour le taf. Et ça, je pense que ça m'aide aussi à prendre ma décision. Tu rencontres Arthur quand même avant de prendre ta décision, ou t'y vas en te disant bon bah je le rencontrerai de toute façon, c'est sûr, quoi? Ouais, je l'avais rencontré même avant. En fait, le fameux médecin, il avait quand même une idée derrière la tête parce qu'il nous avait déjà mis en relation. Marine avait déjà fait on était allé exprès faire une initiation à l'apnée en eau froide avec Marine. Donc je l'avais côtoyé, j'avais discuté avec lui et tout de suite j'avais senti que j'étais pas là par hasard aussi, qu'il avait une idée derrière la tête. Donc j'avais déjà eu un très bon feeling. Et puis de toute façon, pour être honnête, des idées d'expédition comme celle-ci, ça arrive pas tous les ans. Je suis bien placée pour le savoir. On me propose des expéditions très régulièrement. Il y a des choses superbes. En fait, de toute façon, il y a que des choses superbes. Mais des petites pépites comme ça qui sont vraiment très, très originales et qui, en plus, ont une dimension froid qui, moi, m'a toujours attirée. Donc, l'extrême dans le froid, dans des destinations aussi, j'allais dire exotiques, mais exotiques dans le sens original en Arctique, c'est clairement un incentive supplémentaire pour me faire dire oui, quoi. T'as refusé des expés qui se faisaient dans le show? Oui. Parce que vraiment, c'est pas possible pour toi? Je pense que je serais pas aussi à l'aise. Ça, c'est sûr. C'est des terrains que je connais pas du tout, alors que maintenant, l'Arctique, je le connais. Ouais, je serais pas bien dans mes baskets. En fait, moi, je supporte pas bien la chaleur, donc déjà, sur place, il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois un minimum bien, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, ce sont des biotopes qui me font un peu moins rêver. Après, j'y viendrai, parce que Laurie veut passer par là, sûrement l'année prochaine. Donc, j'y viendrai et il faut que j'y vienne, mais j'y vais un petit peu plus à reculons. Et t'iras parce que c'est Laurie? J'irai parce que c'est Laurie et que je le connais déjà et que lui aussi pareil, tu vois, on en revient au fait qu'il me fait confiance et que du coup lui il me veut et du coup je fais confiance à sa propre confiance qu'il m'accorde et je me dis ok, je me jetterai là-dedans. Après ça changera peut-être, hein. J'y viendrai peut-être, mais il y a tellement de choses à faire en Arctique ou en Antarctique d'ici là que autant me concentrer sur le froid. T'as eu des grosses frayeurs en expédition? Je ferme un peu toutes les écoutilles des émotions quand je suis sur les expés. Donc, quand tu me dis des grosses frayeurs, moi, ça me dit rien. Ça me parle pas. J'ai presque tendance à te dire, et c'est très bizarre de l'exprimer ainsi, mais que quand il y a quelque chose qui se passe mal et qui est dangereux, j'ai presque tendance à te dire que mon cerveau recycle l'émotion naturelle de la peur en flemme. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose que je me dis, c'est « Oh merde, un problème. Il va falloir gérer un problème. » Et sous-entendu, là, Chloé, ces 3, 4, 5 prochaines heures, elles vont être très dures parce que ça va être très intense. Et donc, j'ai plus ce côté, ça va être dur, je me prépare à un truc dur, j'ai la flemme de vivre ces 5 prochaines heures, tu vois. Mais sur des fois où sur la banquise, Laurie a failli mourir, que ce soit parce qu'il y avait un ours polaire qui était en train de renifler sa tente et il m'envoyait des messages satellites en me disant il y a vraiment un ours polaire à 1 mètre de moi. Donc à tout moment, je pouvais me dire il va pas répondre au prochain message, ou parce qu'il s'est retrouvé piégé par les eaux ouvertes sur la banquise et qu'il a fallu aller le récupérer. Dans ces cas-là, qui c'est qui fait le lien avec la famille de Laurie? C'est une bonne question. En théorie, c'est moi. Donc en théorie, le plan qu'on a avec Laurie, c'est moi qui
estime à quel moment il faut que je tienne au courant la famille. Et moi, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est ce qu'il faut pas faire, j'en sais rien, mais j'ai plutôt tendance à attendre le dernier moment. J'ai pas forcément... En fait, comme j'ai un côté un peu optimiste de me dire, de toute façon, c'est juste 5 heures, 6 heures, j'en sais rien, à passer, qui vont être... ça va être chaud, ça va être compliqué, ça va être tendu, mais à un moment donné, le temps finira par passer et on y arrivera. Plutôt tendance à me dire, les inquiétons pas plus que ça. Il y a aussi, sur cette expédition, en l'occurrence, il y avait 11 heures de décalage horaire, ce qui fait que très souvent, quand il vit ce genre de choses, quoi qu'il en soit, la famille est en train de dormir. Donc, la question se pose pas plus que ça non plus, ça sert à rien. En revanche, l'anecdote plutôt amusante qui l'est que avec le recul, c'est que à un moment donné, quand on a dû déclencher les secours et aller le récupérer, les procédures, c'est qu'il faut déclencher une espèce d'alarme de sécurité sur ton Garmin. Et ça, ça fait que automatiquement, il y a un opérateur international qui appelle les 2 contacts en urgence que tu avais indiqués. Ça, moi, je l'ai pas tilté sur le moment. Sur le moment quand il est en train de déclencher la sécurité, c'est pas le moment où tu te dis je vais peut-être envoyer un petit message à sa meuf ou à son frère. En l'occurrence, c'était les 2 concernés, et donc les 2 concernés ont reçu un appel international qui disait juste pour info, il est en signal de détresse. Et donc là, gros moment de blanc où les 2 j'aurais peut-être pu leur épargner quelques minutes. Voilà. Après, l'opérateur leur dit pas il est mort, hein, mais ça laisse le doute planer. Et Maud, en l'occurrence, la copine de Laurie, s'était exprimée à ce sujet et racontait très très bien le moment où voilà, elle est dans l'attente, quoi. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle est dans l'attente. Là, à ce moment-là, je crois de me souvenir qu'elle m'écrit et que très vite je la rassure. Ça reste quand même des moments où tout est possible dans leur tête, quoi. Quand il part, de toute façon, il sait, il prend le risque, Laurie, même s'il a mis tout en place pour qu'il n'y ait pas de pépins, parce qu'il t'a demandé à toi de t'en occuper. Il y a d'autres personnes aussi qui font partie de ça. Toi, tu as la notion du risque aussi. Est-ce qu'à un moment donné, c'est des questions que vous vous posez de « Ok, si vraiment il arrive le pire, c'est quoi le protocole, quoi ?» Moi, je me les pose. Les réponses, je les connais, mais j'évite de trop m'attarder dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour être vraiment très concise, juste je regarde l'assurance rapatriement du corps, quoi. Mais c'est vraiment minime. J'y pense, même là, tu vois, en t'en parlant, je chasse l'idée parce que voilà, je sais à peu près la procédure, je la connais vite fait. Mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est que quand on part, on sait que tous les docteurs existent. Mais même pour moi, hein, moi quand je suis partie à Mission Arctique, j'avais envisagé la possibilité de pas forcément revenir. Tu sais jamais sur la banquise ce qui peut se passer, même si évidemment je risque 100 fois moins que Laurie. Il y a des moments où tu te poses la question. Et en fait, moi, ça m'étonne toujours à quel point on ne l'envisage presque pas comme une possibilité. C'est évidemment en fond, on l'envisage vraiment quasiment pas comme une possibilité. Quand tu te remémores un peu ce moment où tu as ce switch de tu vas gérer des expés, que ce soit pour Laurie, pour Arthur ou pour d'autres, et maintenant que tu es vraiment dedans depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu avais envisagé qui est totalement différent ? Enfin, est-ce que il y a eu des trucs où tu te dis « Ok, ça, je l'avais vraiment pas anticipé » et c'est quelque chose qui mérite d'être su quand même pour ceux qui voudraient tenter l'aventure ? Il y a le côté importance de l'équipe, et en fait, il y a le côté tout ce qui se passe dans l'équipe autre que l'athlète. C'est-à-dire qu'en fait, on part, je vais évidemment énormément caricaturer, mais on part sur une aventure qui peut se résumer à un mix entre une colo, une exploration ancienne, tu vois, quand ils partaient sur des navires. Tu pars vraiment pour une aventure humaine. Et quand j'avais commencé tout ça, moi, je partais pour un athlète à la base. En fait, je partais pour une aventure où on était un écosystème qui évoluait autour de l'athlète. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est un écosystème qui évolue vraiment. Les uns sont rattachés aux autres d'une façon hyper étriquée. Et ça, c'est du coup, ça a créé un peu amour, gloire et beauté, tu vois. Enfin, c'est un peu de la télé-réalité. Voilà, si on avait mis ça ferait une super télé-réalité. Franchement, sur la banquise. Vraiment, si tu faisais un programme parallèle à l'expédition et que tu mettais des caméras derrière, c'est vraiment des caractères humains qui s'affrontent dans le bon comme dans le mauvais, avec leurs qualités comme avec leurs défauts, et dans des conditions un peu à la Koh-Lanta quand même, où voilà, t'es pas chez toi, t'es énervé, t'as faim, t'es fatigué. Et ça, je l'ai jamais envisagé. Et paradoxalement, c'est aussi un des trucs, plus j'avance, plus c'est ça que j'aime aussi en expé. Parce que c'est un enjeu autre, et c'est une aventure en soi parallèle à l'aventure que vit l'athlète sur son expédition à lui, quoi. Typiquement, souvent, on fait appel à des boîtes de production. Les boîtes de production, elles ont déjà
potentiellement leur cadreur, leur photographe, leur réalisateur. Donc souvent, elles viennent déjà avec une équipe plus ou moins constituée. Parfois, c'est 2 personnes, parfois, c'est 10 personnes. Après, souvent, en l'occurrence, avec Louri, maintenant, ça se passe aussi beaucoup comme ça. Il y a quand même une base solide de 3-4 personnes qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Et donc ça, déjà, c'est plus safe. Mais plus on avance, plus on constitue quand même une équipe même roulante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours les mêmes qui y vont, mais on retrouve quand même, pareil, un espèce d'écosystème signé Louri où on se voit à côté, on se connaît parallèlement, on suit les projets des uns des autres et ça aide beaucoup. Mais ça m'est rarement arrivé, peut-être 2 fois, ça m'est arrivé de partir vraiment qu'avec des gens que je connaissais complètement. Sinon, il y a toujours un aspect rencontre humaine aussi. Alors, la colère. La colère, c'est peut-être celle qui est la plus facile. La colère, c'est peut-être celle qui est la plus facile parce que, en fait, il y a quelque chose qui se crée en expédition qui est assez intéressant, c'est que chaque corps de métier a ses besoins. Donc, le réalisateur va avoir absolument besoin de rapporter des images et c'est crucial. Le chef du sponsoring, donc l'agent sponsoring, va absolument avoir besoin de ramener des choses qu'il a promises aux marques. Donc, ça aussi, c'est crucial. Moi, je vais avoir besoin de respecter un budget. Et ça, c'est aussi crucial. Admettons, parce que c'est jamais la même chose d'une expédition à une autre et les équipes ne sont jamais constituées des mêmes corps de métier exacts. Mais admettons, il y a un personnel trainer, il va avoir besoin que son athlète se repose ou qu'il suive un protocole précis de sommeil, d'alimentation. Et souvent, les besoins des uns vont complètement à l'encontre des besoins des autres. Si le réalisateur a besoin de tourner plus de scènes parce qu'il en a besoin pour créer des contenus, et c'est encore une fois ultra important qu'on rentre avec des contenus, il va souvent en demander beaucoup trop à l'athlète qui, lui, n'est pas disponible physiquement et mentalement, d'après lui, mais surtout d'après son coach sportif ou d'après son kiné ou d'après son coach mental, selon la personne qui l'accompagne. Et ça crée beaucoup de différends. Un différend, ça peut aller simplement d'un moment où on n'est pas d'accord à des moments beaucoup plus compliqués à gérer. Et moi, ça m'est arrivé souvent d'être face, notamment, je pense à ça, mais notamment d'un réalisateur qui a besoin d'exceptionnel, qui a besoin de spectaculaire, qui a besoin qu'il se passe des choses parce qu'il a raison. Sinon, en fait, le documentaire, on rentre, le documentaire est nul et cette expédition n'existe pas à sa juste valeur aux yeux du public. Et il va me faire des demandes qui n'ont pas lieu d'être dans une zone d'expédition où on est là on n'est pas là pour du superflu, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour aller demander dans le village inuit si quelqu'un peut venir danser devant nous, devant la caméra pour voir, parce que l'idée est intéressante pour pouvoir montrer quelle est la culture de l'endroit où on est. L'idée, elle est passionnante. Mais moi, on parle de vie ou de mort d'un athlète qui est sur la banquise. Enfin, je veux dire, je vais pas. Moi, ça, c'est des moments où je suis un peu en colère de ce qui m'est demandé et qui me semble un peu démesuré par rapport à l'objectif initial qui est l'expédition sportive. Est-ce que ça a déjà été abordé? J'en ai aucune idée, hein. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais l'idée de partir avec une doublure cascade, enfin, tu vois, comme sur les films, parce que l'athlète, il peut pas replonger indéfiniment dans l'eau glacée, par exemple. Mais en fait, potentiellement, que si c'est des plans sous l'eau avec quelqu'un qui a une combi et on voit pas beaucoup de peau sur lui, ça pourrait s'envisager. Alors, c'est une excellente question. Et en fait, je vais te répondre en 2 temps. La première chose, c'est que ça a déjà été fait. Pas exactement comme ça, mais en fait, typiquement pour le record d'apnée sous glace, à un moment donné, l'athlète, il était au bout de sa vie, c'était plus possible, on ne pouvait plus le faire plonger. Il faut savoir que dans une eau à moins 1 degré, tu peux y rester 2-3 minutes et le pauvre réalisateur, en 2-3 minutes, il peut rien faire. Mais le pauvre athlète, il peut le faire 1-2 fois éventuellement dans la journée. Entre-temps, il faut qu'il aille 2 heures au sauna. Enfin, c'est des organisations qui sont des organisations de malades et qui, lui, le laissent sur la paille totale. Et donc, une fois, on avait pris un membre de l'équipe qui était photographe, qui avait à peu près la même carrure que lui et qui avait fait un saut dans l'eau. Encore faut-il que lui soit capable de le faire, parce que tout le monde n'est pas capable de faire un saut dans l'eau à -1. Bon, heureusement, c'était un Canadien, donc c'était passé. Mais voilà, les circonstances font que c'est quand même pas toujours facile. Mais c'est une bonne idée. L'autre réponse qui me semble quand même assez malheureusement évidente, parce que moi, je prendrais très volontiers cette solution sur chaque expédition,
c'est qu'en fait, les expéditions, c'est très cher. Donc, une personne supplémentaire, c'est très cher. Et surtout, les gens qui viennent et qui se déplacent pour être avec nous dans l'équipe, ils vont affronter un monde qui est compliqué. Il faut qu'ils soient armés pour l'affronter. Et voilà, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui viendrait, entre guillemets, que pour ça. Donc, idéalement, c'est une très bonne idée de se dire, il faudrait un cadreur ou une chef d'expé ou un agent, enfin, j'en sais rien, quelqu'un qui soit déjà dans l'équipe et qui puisse endosser ce rôle de temps en temps. Ça pose quand même un petit peu une question éthique aussi. Clairement. Voilà, du fait que si tu sors, parce que là c'était pour un shooting, pour un produit, l'exemple que je te prends en apnée sous glace, c'était vraiment un plan où on ne voit que ses jambes, enfin tu vois, c'est absolument pas déceptif par rapport à l'objectif de la campagne. Après, si t'es en tournage d'un documentaire et que tu tournes la mauvaise personne juste pour montrer que c'est dur, etc., ouais, éthiquement parlant, tu peux quand même te poser la question. Mais ça me dérangerait pas, pour le coup, de le faire furtivement. Logistiquement parlant, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'admiration, c'est pas du tout difficile pour le coup. C'est très simple. C'est déjà sans langue de bois aucune. Chaque expédition, j'ai été subjuguée par l'admiration. Et en général, c'est le moment le plus dingue. C'est-à-dire que voilà, l'Enduroman marine sur les derniers kilomètres de la Manche, mais je me souviens. Enfin, c'est en fait l'admiration, elle devient de l'adoration et presque de la vénération parce que tu assistes en direct à quelque chose de surhumain. Et toi déjà, tu vas pas bien parce que t'es fatigué, t'as froid et que t'en peux plus et tu te dis moi je pourrais pas aller beaucoup plus loin dans le dépassement de moi-même. Mais en fait face à toi, t'as quelqu'un, ça fait 15 heures qu'elle nage et elle y va encore et donc ça, c'est des moments, c'est indescriptible. Et ça, moi, j'ai des souvenirs très précis de 1 ou 2 moments pour chaque athlète. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi ? C'est de les voir, eux, aller au-delà de leurs limites, au-delà de leurs forces. C'est une bonne question. La première chose qui me vient, ce serait de te dire que j'ai toujours eu tendance pour décomplexer un petit peu les communautés des athlètes, à dire ce sont des gens exceptionnels, ce sont des gens extraordinaires, mais en fait dans leur quotidien on l'est aussi à notre niveau. En fait, je disais toujours voilà, Marine elle est pas capable de faire la moitié de ce que je fais dans mon quotidien de tous les jours. Évidemment ça m'aide de me le dire parce que sinon c'est pas possible. Enfin si tu passes ton temps à te dire il y a des gens exceptionnels et moi je suis nulle, je suis juste comme les autres. Et la réalité, c'est qu'en côtoyant les athlètes et ces personnes surhumaines, je me rendais compte que ce qu'elles prenaient dans leur exceptionnel, elles le laissaient dans d'autres pans de leur vie où elles n'étaient pas exceptionnelles et où, pour le coup, nous, on l'est certainement beaucoup plus qu'eux. Et ça équilibrait un petit peu, tu vois. Et il y avait un truc de se dire, OK, certes, un tel, il s'entraîne 10 heures par jour, c'est incroyable, etc. Mais en fait, voilà, il s'entraîne 10 heures par jour, le reste du temps, il dort, il mange. Il n'a pas un taf comme toi de 9 heures à 18 heures. Peut-être qu'il fait ça, mais en fait, ses enfants, ils s'en occupent pas comme... Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc où je ramenais beaucoup cette espèce de réalisme à ce que les réseaux sociaux ont un peu fait perdre au monde, qui est vous pensez que c'est mieux ailleurs et vous pensez que les gens sont plus exceptionnels que vous. C'est dans ces rares moments-là que j'ai réalisé que j'avais tort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ces rares moments-là que je réalisais que du coup, j'apprenais pas des choses sur moi. Enfin, j'apprenais des choses sur moi, mais plutôt dans le mauvais sens du terme, dans le sens où non, ça, je ne suis pas capable et je ne serai jamais capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Oui, je suis capable de travailler jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin comme une folle pour arriver à sortir un truc nickel, etc. Ça, c'est quelque chose que plein de gens ne sont pas capables de faire. Mais en revanche, ça n'arrivera jamais à la cheville du dépassement qu'il y a à ce moment-là de l'événement. La frustration, je pense que je l'ai ressentie quand j'ai fait des erreurs. Heureusement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu non plus trop, parce qu'à ce niveau-là, d'une expédition, des erreurs, ça peut être fatal. Mais il y a des petits moments où justement, en fait, l'erreur est tellement impossible que les moments où j'en fais, heureusement, elles étaient petites, parce que sinon, ça aurait fait tout basculer. Mais ça m'a créé une frustration énorme en moi de me dire... c'est un mélange d'émotions différentes, mais surtout de la frustration. Et tu le ressens tout de suite ou c'est plus tard où tu te dis oh, purée, c'était hyper frustrant ce truc-là, mais en fait, il fallait tout de suite passer à autre chose et trouver des solutions. Donc Non, je le ressens tout de suite. Parce que du coup, je m'impose, quand je te parlais de flemme, je m'impose des heures compliquées
Donc sur, encore une fois, Mission Arctique, nous, on retrouvait Laurie sur des points stratégiques qui étaient souvent des villages inuits dans lesquels on s'arrêtait. Et lui, il nous retrouvait, il restait 1 ou 2 jours, il se ravitaillait, il se reposait légèrement, il changeait son matériel et puis il repartait. Sur une des dernières étapes, lui, il était vraiment, c'était la fin, c'était vraiment, il était crevé moralement, physiquement, c'était très très dur. Et il part. Et en fait, moi, je vois dans le coin de la pièce où on était, je vois une tente. Mais on avait 3 tentes. Il faut des tentes de rechange au cas où il y en ait une qui soit trouée ou quoi que ce soit. Et je me dis à ce moment-là, je vais pas, Madame je sais tout, il y a une tente. Non, Laurie, il est exceptionnel dans ce qu'il fait, il est excellent dans ce qu'il fait. Il ne part pas en oubliant sa tente. Enfin, c'est pas possible. C'est pas une. Donc moi, je reste à ma place à ce moment-là en me disant vraiment, tais-toi. Tu vois la tente, mais c'est obligatoirement une tente de rechange. Et la vérité, c'est que là, c'est une erreur. C'est-à-dire que en tant que chef d'expédition, si j'ai un doute, tant pis. Je passe pour la relou, tant pis. Je passe pour la fille. Bah oui, évidemment que j'ai ma tante. Qu'est-ce que tu crois, machin. C'est pas grave. Et en fait, en effet, il était tellement fatigué et embêté par un autre détail qui allait pas qu'il est parti sans sa tante. Et en fait, ça m'a travaillé. Et au bout de 2 heures, j'ai fini par dire à l'équipe, attendez, je vais vérifier s'il n'y a pas 2 autres tentes ailleurs parce que, en fait, si c'est la tente qu'il a oubliée, ça fait déjà 2 heures qu'il est parti. En fait, il peut mourir. Parce que si on s'en rend pas compte rapidement, à 19h, il va s'arrêter, il sera déjà à 50 km. Mais en fait, il meurt de froid s'il a pas sa tente. J'ai trouvé les 2 autres tentes, ce qui voulait bien dire que c'était que c'était la sienne. Et ça, c'est une erreur de débutante qui est absolument idiote, qui a coûté de l'argent, parce qu'on a dû appeler des motoneiges pour qu'elles lui apportent la tente. Ça a coûté énormément d'argent. Et surtout, une galère, des inquiétudes qui, à ce niveau de stress et de fatigue, te gâchent absolument tout, quoi. Enfin, donc, ouais, ce genre de moment-là, c'est des très grosses frustrations. Ça va, aujourd'hui, c'est du regret, mais sur le moment, c'est des très grosses frustrations. Depuis le lancement du podcast, depuis le début de Tribune et Podium, avec les athlètes, on a beaucoup parlé d'égoïsme dans le sport de haut niveau. En tout cas, c'est eux qui le disent, que eux, ils font quelque chose d'hyper égoïste pour leur performance à eux et que parfois, ils comprennent pas trop pourquoi les supporters les soutiennent à ce point parce que ils leur donnent beaucoup, les supporters, alors que eux, ils le font pas pour être supportés, quoi. Ils le font juste pour gagner. Toi, à l'inverse, tu travailles pour que les athlètes puissent performer, réussir leurs défis, leurs aventures, leurs expéditions. Pourquoi t'aimes rester comme ça, dans l'ombre? Je pense que c'est exactement le même mécanisme que l'athlète qui rentre dans ce qu'il appelle son égoïsme, que moi, je l'appellerais pas égoïsme, pour le coup. Moi, je suis quasiment sûre que l'athlète qui rentre dans ce qu'il fait, il le fait parce que c'est sa manière de s'exprimer et surtout, c'est sa manière d'arriver à vivre le reste du temps. Si je prends Laurie et Marine, par exemple, comme exemple, c'est le cas. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas cette possibilité d'expression, ils n'arriveraient pas au quotidien à vivre correctement et donc à vivre en société, enfin tu vois, à côtoyer les autres. Ils sont ce qu'ils sont avec toutes leurs qualités parce que justement ils ont fait preuve de égoïsme, si c'est le mot qu'on veut employer, dans leur sport, mais ça leur a permis d'être ce qu'ils sont le reste du temps. Et du coup, c'est un sentiment qu'ils ont suivi comme quelque chose comme de la faim, quoi. C'est un truc indomptable. Et ben moi, le mien de sentiment indomptable, c'est ça, c'est de contribuer entre guillemets. Et donc j'ai pas du tout envie de venir là et de me mettre dans une posture de je suis tellement dévouée parce que je suis une bonne personne et je suis altruiste. Moi, je pense que c'est ma façon de me nourrir que d'apporter cette pierre à l'édifice-là. Et je le vois pas comme du don de soi. En fait, ça en est par la force des choses, mais ça ne vient pas de cette intention-là, je pense. Ça vient vraiment juste des tripes. Combien de temps tu mets pour te remettre, toi, d'une expédition? Ça dépend bien évidemment des expéditions, ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend de la durée de l'expédition. Là où je vais y répondre un peu particulièrement, c'est que je me suis fait la réflexion ce matin que je pense que j'avais guéri de Mission Arctique cette semaine. Et on parle d'une expédition qui a eu lieu il y a 2 ans. Si on parle vraiment dans le long terme, on en est là. Je pense pas avoir totalement guéri de l'enduroman encore, tu vois, alors que ça fait 7 ans. En revanche, je pense avoir
totalement guérie des records du monde d'apnée sous glace. Ça, il n'y avait pas forcément de choses qui étaient encore à digérer. Tu vois. Et en revanche, si vraiment on parle physiquement, moralement de l'après, l'instant vraiment d'après, je dirais qu'il me faut une grosse semaine. Si je peux la voir toute seule, sans rien du tout, sans mon extérieur, ça me suffit à, entre guillemets, en sortir, quoi. Tu parles de guérison parce que il y a des traumatismes qui se créent sur les expéditions. Ouais, mais alors traumatisme, en fait, c'est un mot. Ça peut être des micro-traumatismes. Ouais, et puis c'est un mot qui est connoté hyper mauvais, mais en fait, un traumatisme, c'est aussi simplement une émotion que t'as peut-être pas encore digérée, que t'as peut-être pas encore fait maturer, que c'est des questionnements qui sont toujours là. Ça a peut-être touché quelque chose qui t'est propre, mais c'est pas toujours quelque chose de violent, tu vois. C'est pas toujours lié à une peur exceptionnelle. Enfin, voilà, il y a tellement de choses plus profondes qui sont liées justement à ce qui se passe avec l'équipe, aux relations humaines. Pareil, il y a des petits regrets que tu peux avoir sur ta façon d'avoir travaillé, à des rencontres que tu as faites et qui ont donné des choses jolies après, ou au contraire qui ont donné des choses moins jolies après. C'est des vraies aventures humaines très 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 profondes, quoi, très fortes. Nous, la communauté n'en voit que le bout de l'iceberg, et c'est ça l'objectif. Mais c'est un peu comme je te disais, au final, c'est bien plus que ça, quoi. Là, on a pas mal parlé de Mission Arctique, sur les exemples que tu as donnés, et puis de l'Enduroman et du record d'apnée. C'était quoi les autres Là, par exemple, l'année dernière, Laurie est partie en Bolivie avec ses filles. C'est une expédition sur laquelle on a pris la décision avec Laurie que je n'allais pas sur place. C'était un test pour voir comment ça faisait de pas être sur place et de gérer ça de chez moi. Grosse partie parce que c'était un pays chaud et que moi j'avais pas envie d'y aller. Et en grosse partie aussi parce que du coup, quand on a essayé de faire les coupes budgétaires, c'est moi qui ai dit en première, viens, on teste, on m'enlève. Et tout de suite, quand on enlève une personne, c'est énorme les économies que tu fais. Lui avait été très curieux justement de savoir comment ça pourrait se passer sans chef d'expé sur place. Spoiler, on le refera plus. Okay. Mais ça s'est bien passé, hein. Mais globalement, lui, il avait beaucoup plus de charge mentale que quand je suis là, quoi. Parce que peut-être aussi que les gens sur place avaient moins tendance à te solliciter toi pour avoir des réponses, et beaucoup plus lui, puis t'étais pas là. De toute façon, en fait, il y a tellement de petits détails qui sont ridicules, mais en fait, mais des trucs tout cons, mais en fait, ne serait-ce que de tenir la compta jusqu'à la fin. Enfin, en fait, plus tu prends des taxis, tu vas faire un repas, tu fais ceci, tu fais cela. Il faut que ça rentre dans le budget. Donc, en fait, moi, 3-4 fois par jour, je recalcule mon budget. Et ça, c'est des trucs que Laurie va pas faire. Encore heureux. Dès qu'il y a un tout petit souci Il aurait pu demander à une de ses filles. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais en fait, je la considère comme une expédition parce que moi, j'ai énormément travaillé dessus, voire plus. Alors, en soi, ça a dû me prendre 3 mois, contrairement à 1 an sur des expéditions plus grandes comme les records du monde ou Mission Arctique. C'était une petite expédition. Et en fait, moi, il a fallu que je travaille entre guillemets 2 fois plus parce qu'il fallait que j'anticipe au maximum tout pour leur apporter le maximum de réponses et en fait, qu'ils aient pas besoin d'aller contacter des gens, mais que les gens se présentent à leur porte, tu vois. C'est limite ça, en fait, le truc. Et donc ça, pareil, c'est une belle expédition qui a donné lieu à un reportage, qui est beaucoup, beaucoup moins dangereuse, les enjeux sont vraiment très différents. C'est une expédition où Laurie voulait faire découvrir le monde de l'aventure à ses filles. Et par ailleurs, il y a quand même eu des blessures graves. Enfin, tu vois, il y a quand même eu des choses qui se sont passées. Mais donc ça, moi, je considère ça comme une expédition. Dans ces cas-là, ça veut dire que toi, tu vis à l'heure bolivienne et tu t'enfermes chez toi pendant le temps de l'expédition pour être dispo pour eux tout le temps. En tout cas, je continue à travailler sur d'autres contrats Enfin, tu vois, je fais d'autres taf administratif de ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que la nuit, toutes les 20 minutes, je me réveille. Donc la nuit, quoi qu'il en soit, je suis à dispo tout le temps. Et ça, pour le coup, pendant Mission Arctique, ça a été horrible parce que il est parti longtemps et il y a eu un moment donné où l'équipe est rentrée 1 semaine à Paris. Et moi, cette semaine-là, il y avait 11 heures de décalage et là, il était sur la banquise. Donc là, c'était vraiment les enjeux, ils étaient vraiment très, très différents. Et là, vraiment, j'ai pas dormi, quoi. Là, j'ai été 100%. À la limite, je dormais mieux l'après-midi quand je faisais une petite sieste parce que lui, c'était sa nuit et que du coup, il risquait beaucoup moins d'y avoir quelque chose.
Je sais pas si tu avais suivi, mais on est parti avec Arthur, il a fait de l'apnée avec les orques en Norvège, donc dans le cercle polaire arctique, donc très très haut. Donc ça c'est pareil en fait, t'appelles ça des expéditions parce que ça demande beaucoup de préparation, d'organisation, dont l'une d'entre elles d'ailleurs était largement sponsorisée par un partenaire. Donc en fait il fallait ramener beaucoup de contenu. On est allé en voiture électrique parce que donc c'est un road trip. En fait c'est vraiment une organisation aux petits oignons pour respecter les budgets. L'équipe, on était 10, je pense. Donc, pareil, il faut aussi gérer les petites déconvenues de chacune des personnes de l'équipe. Sur place, c'est quand même très risqué. Il reste beaucoup de risques d'hypothermie. C'est une organisation quand même très particulière parce que tu es avec des pêcheurs norvégiens sur des petits bateaux. Enfin, tu vois, donc là, on parle d'expéditions qui, évidemment, ne résonnent pas de la même façon qu'une mission arctique, un record du monde d'apnée sous glace, mais dans les faits, sur le travail, c'est à peu près la même chose. Là, même, tu vois, il y a un cadreur qui est tombé d'une motoneige et qui s'est fait percuter par celle de derrière, où à un moment donné, on a eu peur qu'il finisse paralysé. On était sur une île où il y a 14 personnes qui vivent à l'année. Même là, tu as un protocole de secours. Tu vois. Même là, tu as un truc où, s'il se passe quelque chose, il faut appeler l'hélicoptère pour qu'il vienne te récupérer. Donc, même là, tu as des enjeux qui, certes, tu as l'impression de partir un peu plus en vacances que quand tu es parti sur Mission Arctique, mais quand même, voilà. Là, on a beaucoup parlé de ta mission quand c'est le moment de l'expédition. Ouais. Mais en amont, c'est toi aussi qui vas chercher tous les sponsors pour financer l'expédition parce que l'argent, il tombe pas du ciel, quoi. Ouais. Et donc, pour ça, tu t'appuies sur la personne qui va réaliser l'expédition, quoi, et ses valeurs, ce qu'elle prône, etc., quoi. Je préfère quand même rendre à César ce qui appartient à César. Dans l'équipe de Louri, par exemple, on est 2 à faire ça. Et c'est surtout Paul, donc qui s'occupe des sponsors. C'est surtout lui qui va chercher les sponsors. Pour le profil de Louri, moi j'avais donné mes conditions tout de suite quand on a commencé à travailler ensemble. Je lui avais dit sur une expédition aussi grosse qu'Arctic Mission, je ne pourrais pas avoir le temps de gérer la recherche de sponsors et la préparation en amont de la logistique. Il y avait beaucoup trop de recherche à faire, il y avait beaucoup trop de logistique à préparer en amont. Et du coup, on a pris cette espèce de rythme. Donc là, sur les grosses expéditions, je cherche aussi parallèlement, mais quand même, rendons à César, le vrai agent sponsoring de Louri, c'est plutôt Paul, pas moi. Qu'est-ce que tu peux nous teaser comme projet à venir pour toi ? Là, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a un moment de latence dans les expéditions où l'idée est là, on sait du coup ce qu'on veut faire, on sait ce que l'athlète veut faire. Nous, on a travaillé, donc ça, pour le coup, main dans la main avec Paul, on a travaillé sur des dossiers de présentation. Moi, j'ai commencé à faire des grosses recherches de terrain. On a construit le projet en soi. Moi, je l'ai budgétisé, donc je sais à peu près combien d'argent il nous faut pour le réaliser. On a contacté des chaînes de production qui sont intéressées et qui arrivent potentiellement petit à petit sur le projet. Et là, c'est le grand moment de latence où le projet se met en place, mais où t'es pas encore sûr à 100% qu'il va se faire. Parce que justement, il faut que toutes les étoiles soient alignées, que les producteurs ou les télés trouvent justement un intérêt à ce moment-là pour tel sujet, que les partenaires soient tous OK pour arriver à donner tant, que toutes nos équipes soient dispo. Et c'était le cas pour une expédition qui devait avoir lieu cette fin d'année. Et il y a plein de petites raisons qui ont fait qu'on a tous décidé d'un commun accord de la remettre à l'année prochaine, parce qu'elle est d'une entre guillemets telle ampleur que ça mieux vaut prendre son temps et que toutes les étoiles soient alignées pour le faire. Et donc ça, normalement, ça arriverait début septembre 2026. Toi, dans tes projets, parce qu'en fait, quand on échange sur ta vie auprès des athlètes de haut niveau, tu mets toujours les autres en lumière parce que c'est aussi ton métier. Ouais, tout à fait. Toi, aujourd'hui, tu te sens aligné avec ça, et surtout, est-ce que tu te sens à ta place par rapport aux premières expéditions que tu as pu faire où tu te cachais derrière l'image des sportifs? C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui vaudrait au débat, parce que, tu vois, quand tu me dis est-ce que tu es aligné, je pense que je peux pas répondre oui, je suis complètement alignée, mais en même temps, je dirais vraiment pas que je suis pas alignée. Il y a un espèce de juste milieu où cette place, elle est très difficile à trouver. Comme je te disais, nous, parmi l'équipe annexe, on vit une aventure humaine absolument exceptionnelle qui a sa place parallèlement à l'aventure de l'athlète. Elle a sa place parce qu'elle est intéressante, riche et qu'en soi, elle ferait des contenus, quelque forme qu'ils prennent, absolument passionnants.
mais dans un autre sens, on n'est pas là non plus pour raconter cette histoire-là. Mais du coup, on est dans cette espèce de paradoxe entre est-ce que quand tu vis comme ça des histoires tellement passionnantes, mais que t'es pas là pour raconter ces histoires-là, est-ce que malgré tout, il faut qu'elles soient racontées ou pas? Et moi, jusqu'à présent, j'avais tendance à te dire non, puisque justement, on est là pour une chose, c'est l'athlète et son histoire. Expérience après expérience, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses à raconter qui sont intéressantes et qui sont sur lesquelles on peut construire des choses et qui peuvent inspirer et qui, moi aussi, très personnellement, dont j'ai besoin de me décharger. Et du coup, à quel point laisser la place à ces histoires-là? Et donc, quelle place m'accorder, parce que comme je le dis aussi très souvent, c'est pas moi la star, donc de ces histoires-là. Je pourrais très bien faire de mes histoires l'histoire phare de ces expéditions, mais on n'est pas parti dans cet état d'esprit-là. J'ai la chance que si je demandais à Laurie de faire en sorte que j'ai une plateforme pour raconter mon histoire pendant que lui raconte la sienne, il me dirait très certainement oui, et on travaillerait à un format qui soit très complémentaire entre le sien et le mien. J'ai de la chance que Marine me pousse énormément à prendre de la place en tant qu'individu et à justement raconter mon histoire aussi. Mais est-ce vraiment ma place? Ça, c'est une autre question. Tu te sens pas trop à l'aise? Je me pose la question. Ok. Voilà. Et c'est ça qui m'excite dans les mois à venir, c'est que je pense que je trouverai une réponse et voilà, elle prendra une forme un peu différente de la façon dont j'ai communiqué jusqu'à présent sur mes expéditions. Et c'est vrai que j'ai envie de partager davantage. Si tu pouvais échanger de vie le temps d'une journée avec un ou une athlète de haut niveau, tu choisirais qui et pourquoi? La réponse, elle est un peu originale. Déjà, je choisirais pas vraiment un sport 100% adrénaline parce que c'est pas du tout mon délire. En revanche, j'aimerais bien savoir ce qu'un gymnaste ressent physiquement dans un corps comme les leurs. C'est-à-dire que vraiment, quand je vois leur souplesse, leur mobilité, enfin vraiment, quand je vois comment ils peuvent se déplacer dans l'espace. Juste, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une autre espèce humaine. Et j'aimerais trop me dire, c'est quoi la sensation d'avoir des abdos comme du bois? C'est quoi la sensation de pouvoir passer, tu vois, vraiment, c'est son bras de l'autre côté de son dos. Et ouais, par curiosité. Et puis, j'adorerais faire toutes les figures qu'ils font, etc. C'est des trucs qui me fascinent et j'aimerais bien, dans une autre vie, j'aimerais bien être ça. Et puis, dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi dans Tribune et Podium? Là, comme ça, tout de suite, je te répondrai, parce qu'on vient d'en parler. On vient de parler de Paul, en l'occurrence, qui est du coup l'agent sponsoring de Laurie et qui a, lui, un témoignage complémentaire à donner qui est aussi passionnant, parce que typiquement, lui, il n'est pas sur place, mais c'est son expé aussi. Il y est depuis aussi longtemps que nous, voire même plus que moi. Sur Mission Arctique, il y était depuis plus longtemps que moi. Il a vu le projet naître depuis le début. Il a contribué largement à ce qui se fasse parce que du coup, il est en grande partie responsable des sponsors qui sont arrivés sur le devant. Et lui, depuis la France, sa façon de vivre les choses qu'on lui racontait, quand il suivait tout, parce que du coup, on lui racontait tout, mais tu ne peux pas ressentir ce qui se passe. Donc lui a ressenti une autre réalité que la nôtre et à mon sens, elle est tout aussi passionnante que nous, voire bien plus dure parce que tu te fais toujours des films donc quand tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe mal, que ce soit, tu vois, quand tu sais que moi je vais pas bien, par exemple, parce qu'il y a eu des gros problèmes et que les gens de l'équipe le savent pas forcément, parce que moi je le dis pas forcément, lui il le sait, parce que lui je le lui dis plus facilement, il est pas là, donc c'est pas, ça fait pas peser sur les autres. Exactement, exactement. Lui c'est hyper compliqué de vivre ça depuis ici, et lui aussi gère des enjeux qui sont encore moins imaginables entre guillemets que les miens, parce que moi je peux les raconter en mots avec des images, avec des photos, donc je pense que ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis à dans 3 ans. Peut-être avant. J'espère. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify.
On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!